Bonjour Fabrice Bonneau. Bonjour Jean-Philippe. Fabrice Bonneau, vous êtes le directeur général d'Argon & Co, donc un cabinet qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant et qui a connu une croissance ininterrompue avec un rachat il y a 2 ans, 3 ans maintenant, avec 2018, avec la société Crimson & Co que vous avez donc intégré, et plus récemment un autre rachat, le cabinet R&G. Alors ma question, qu'est-ce qui explique qu'en pleine crise sanitaire, vous poursuivez cette stratégie de croissance externe? Alors c'est pas la crise sanitaire qui nous fait poursuivre cette croissance, elle était inscrite dans notre stratégie. La raison de l'acquisition de R&G, elle est assez simple, et il y a 2 raisons en fait. La première, ça complète parfaitement notre offre sur l'ensemble des opérations, on en reparlera peut-être, mais effectivement Argon couvre l'ensemble des opérations, on va dire du fournisseur jusqu'au client en passant par tous les processus et puis les fonctions support. Et R&G est spécialisé vraiment dans la performance à l'intérieur de l'usine, sur la performance industrielle. C'est pas nécessairement le sujet où on était le plus reconnu, on avait le plus de compétences. On intervient sur les sujets de stratégie industrielle, etc., mais sur les sujets performance dans l'usine. Donc tout ce qui est Lean. Tout ce qui est Lean, Six Sigma, on en reparlera effectivement, mais voilà, c'était cette première complémentarité. Et puis la deuxième, c'est une complémentarité géographique. Puisque nous sommes présents évidemment en France et maintenant, comme vous l'avez dit, avec l'acquisition il y a 3 ans de Crimson & Co, on est présent au UK, mais aussi dans d'autres pays où on a des bureaux. Mais l'Europe du Nord était pour nous une zone importante, évidemment. Donc R&G est présent, très présent en Europe du Nord. Ils ont des gens aussi en France et en Suisse et au UK. Ils ont des gens en Allemagne. Et ils ont aussi quelques personnes en Asie. Donc cette complémentarité géographique était également très importante pour nous. Et je dirais, R&G, c'est de la performance industrielle, c'est vrai, mais tiré par une méthode qu'on apprécie nous beaucoup, qui est le Six Sigma, et qui est une méthode qui est évidemment pas très nouvelle, mais tirée par les données, et donc qui revient vraiment au goût du jour, parce que comment, à partir des données, des analyses, on est capable de détecter des écarts sur les process et mettre en œuvre toute la transformation pour améliorer la compétitivité et la performance de l'usine. Voilà, donc fonctionnellement aussi, et sur leur expertise, c'était extrêmement intéressant pour nous. Alors, comme pour Crimson, j'imagine que le management va être intégré. Bien sûr, absolument. Donc, la logique, c'est évidemment une partnership. Argon, c'est une partnership qui appartient à ses associés. On a certes Ardian, qui est un fonds minoritaire chez nous, mais Argon appartient à ses associés. Donc, bien entendu, les associés d'R&G deviennent des associés d'Argon & Co et du groupe, comme ça a été le cas, évidemment, pour l'Angleterre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Argon existe depuis 20 ans maintenant, avec une croissance ininterrompue. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce cabinet? Qu'est-ce qui explique justement ce succès? En succès, il faudrait demander à nos clients, mais je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que je pense qu'à partir des années 2010, on a voulu essayer, alors humblement, de cumuler les avantages des cabinets experts, en général un peu plus petits, qui sont très appréciés par les clients parce qu'ils ont l'expertise focalisée, etc. Donc on a voulu garder, et Argon c'était ça à l'époque, mais on a voulu aussi se positionner sur des projets plus larges de transformation, en s'engageant sur les résultats, en étant capable aussi, comme plutôt le font les grands cabinets, de mettre des moyens et d'être capable de transformer jusqu'au résultat pour gagner des stocks, pour réduire les coûts, pour améliorer le service, etc. Donc je pense qu'on a réussi à fusionner ça, et aussi à la fois dans notre état d'esprit. Puis la deuxième raison, je pense faudrait là plutôt demander aux consultants, mais je pense qu'on a une culture, un ADN assez particulier. On a été plusieurs fois élu Best Place to Work, donc je pense que Argon est un cabinet où il fait bon vivre, et avoir des bons consultants qui sont heureux, c'est pas si simple que ça, et de les garder dans la durée. Et puis c'est aussi valable au niveau des associés, puisque les associés travaillent de manière, je pense, vraiment très collaborative, avec, on sait ce que ça peut être dans certains cabinets de conseil, mais très peu de lutte de territoire, et puis vraiment une volonté de réussir collectivement. Voilà, après, on a aussi peut-être la chance d'être focalisé sur des sujets opérations qui sont quand même au bout du jour. Alors, on va y revenir, mais
Donc vous êtes aujourd'hui devenu, on peut dire, un poids lourd hein, dans les cabinets vraiment spécialisés sur la supply, puisque vous êtes quoi, 200 à peu près? Alors on est 200 en France, 200 consultants en France. On est, dans les effectifs, on est 220 ou 230 en France. On est une cinquantaine, alors ça change un peu, ça évolue. On est une cinquantaine en Angleterre, avec R&G, si on compte effectivement la Chine, etc., on est plus d'une trentaine, plus quelques bureaux qui sont plutôt ce qu'on appelle, nous, pour l'instant, des licenciés, c'est-à-dire qui ont la marque Argon & Co, mais qui sont des bureaux indépendants. Alors, il y a des discussions pour savoir s'ils vont intégrer vraiment le groupe dans la partnership, mais voilà. Alors, si on fait la somme de tout ça, on est en 320, 330. D'accord. Donc, effectivement, c'est à peu près x10 par rapport à il y a 10 ans. Donc, et donc, avec des consultants qui ont des vraies spécificités, par exemple, sur les nouvelles technologies, tout ce qui est transformation digitale. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Argon est historiquement connu, bien entendu, vous le savez, Jean-Philippe, pour la logistique et la supply chain. On s'est étendu sur l'ensemble des opérations, donc ça fait maintenant assez longtemps qu'on a une offre sur les achats. Le manufacturier, on en a parlé, même si R&G va vraiment compléter. On travaille aussi sur tout ce qui est fonction support, parce que dans les projets de compétitivité, c'est extrêmement important. Et puis dans des process autour de la finance, quand on change les systèmes d'information, c'est important d'avoir cette compétence. Donc on a un panel un peu plus large que la supply chain, mais c'est vrai, ce qu'on essaye d'avoir, et c'est là où on a repris un peu l'idée des cabinets spécialisés, c'est que sur chacun des domaines, on a des consultants et des associés qui sont très spécialisés. Et pour nous, par exemple, il va y avoir un associé qui va être plus spécialisé dans la logistique, certains dans la supply chain amont, certains dans la supply chain aval, certains sur la finance, etc. Donc oui, on essaye de garder cet ADN d'experts et de spécialistes. Et c'est effectivement aussi valable sur le digital. Si je peux en dire un mot sur le digital. Mais donc, vous êtes là pour ça. On a investi il y a 3-4 ans sur le digital, avec cette idée, non pas de faire des slides sur la stratégie digitale, mais de partir des cas d'usage, qui nous intéressaient nous, c'est-à-dire des cas d'usage des opérations et de la supply chain. Alors il y en a un bien connu, c'est la prévision par exemple, hein, évidemment, puisque tout ce qui est machine learning peut aider à faire de la prévision. Et on a décidé, ce qui est assez rare quand même dans le conseil, de faire des investissements, mais au sens de la R&D. Donc pendant 2 ans, on a eu des data scientists qui n'ont pas tellement travaillé directement pour les clients, mais qu'on fait, qu'on fait de la recherche très appliquée, évidemment, pour essayer de voir comment ces nouveaux algorithmes et ces nouvelles technologies pouvaient avoir des impacts positifs sur un certain nombre de cas d'usage. Donc ça, c'est valable sur les prévisions. On a aussi beaucoup investi sur tout ce qui est visibilité de la supply. Je reviens sur les prévisions. Ça donnait naissance à un outil que vous commercialisez ou... Alors, ce qui a donné naissance à des outils vraiment implantés. Que vous utilisez en interne et qui ne sont pas commercialisés. Ah si. Alors, ils sont pas commercialisés au sens où c'est pas des outils sur étagère, parce que ça, c'est une vraie conviction qu'on a, avec des licences et qui sont standard et plug and play. Ce qu'on a vraiment compris dans l'utilisation du machine learning, c'est justement cette capacité à s'adapter à chaque problématique des clients. Donc on a mis en œuvre, des modèles de machine learning chez certains acteurs qu'on peut citer, parce qu'on a d'ailleurs communiqué. Donc on a mis en œuvre la prévision chez Garlin, qui est maintenant déployée quasiment dans toute leur géographie, et qui a montré des gains de forecast accuracy très importants, de 15 points, des efficacités aussi dans les process. Chez Michelin, on a aussi fortement contribué à écrire tous les algorithmes qui ont été déployés depuis 1 an. Et c'est des choses qui tournent. Mais à chaque fois, ce n'était pas quelque chose sur étagère qu'on a plugué. On est parti d'une base sur laquelle on avait effectivement des bases algorithmiques qui sont le résultat de nos recherches. Et à chaque fois, on la complète en fonction des différents critères, etc. Donc on est très fiers d'avoir réussi sur ce genre de cas d'usage. Il y en a d'autres. Hein, sur l'IoT, par exemple, aussi. Sur l'IoT, oui, effectivement. Alors, c'est un autre sujet, puisque peut-être vous le savez, mais il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans, on a créé une joint venture avec nos partenaires Michelin et Sigfox pour créer SafeCube, qui a une offre de tracking des conteneurs maritimes par l'IoT. Et là aussi, c'est le résultat d'un cas d'usage, on y réfléchit et puis on le met concrètement en œuvre. Voilà, ça c'est un deuxième exemple. On a aussi des outils de pilotage des appros de manière un peu
original, en utilisant des technologies de visibilité aussi qui sont différentes. Voilà, donc sur cette dimension digitale, on est maintenant une vingtaine. Hein. La blockchain aussi, je crois. Oui, alors la blockchain, pour être tout à fait honnête, on a beaucoup investi dans la blockchain en termes de compréhension. Pour la petite histoire, moi, il y a 3 ans, j'en avais marre de ne pas comprendre ce qu'était la blockchain. Donc, tout le monde parlait de blockchain sans savoir vraiment ce que c'était. Donc, la blockchain, c'est pas si simple que ça. Donc, on a pris le temps d'investir sur ces sujets blockchain. Honnêtement, dans la supply chain, pour l'instant, les cas concrets peinent à voir le jour. Il y a des choses sur la traçabilité alimentaire. Il y a eu des choses qui ont été faites pour les transferts de responsabilité. Mais ça a été moins vite que sur l'IoT où c'est assez mature et sur le machine learning où c'est assez mature. Le green, c'est également un des sujets qui vous occupe avec... Bien sûr. On a senti, nous, un virage de nos clients en 2018 et été 2019, donc avant le Covid. Un virage qui était, jusque-là je parle du green, et je m'y intéresse vraiment. Je dois mettre des moyens dessus pour tout un tas de raisons, des bonnes et des mauvaises, mais peu importe, des raisons d'image, hein, souvent, mais enfin, peu importe. Et donc nous, il y a 2 ans, on a, un peu comme le digital, on a décidé d'investir aussi et de voir ce qu'on pouvait apporter, nous, à travers le prisme des opérations, sur ces sujets green. Et quand on rentre dans le sujet, on se rend compte quand même assez vite que le green, c'est quand même un sujet des opérations. Ouais. Et que les opérations, c'est la majeure partie de l'impact environnemental quand on regarde. De la conception des produits jusqu'à la livraison en magasin, finalement, c'est là qu'on impacte négativement, malheureusement, tous les indicateurs qu'on connaît bien tous, et pas seulement d'ailleurs le CO2, mais aussi les déchets, les eaux usées, l'énergie, etc. Et la capacité de comprendre sur toute cette chaîne qu'est-ce qui impacte quoi, à quel niveau, jusqu'à quel point, pour dire maintenant quels sont les leviers que je vais mettre en œuvre pour essayer de réduire de X%, voilà, chacun de ces indicateurs, on se rend compte que c'est un sujet très opération, qui part de, alors des sujets un peu conception, est-ce que j'ai la bonne matière, est-ce que je vais chercher mes fournisseurs aux bons endroits, comment je transporte, est-ce que je dois, voilà, quand je localise mes usines, est-ce que je dois pas faire un peu attention Et là, quel service précisément vous apportez à vos clients pour les aider justement à... Alors il y a deux sujets, au-delà après de la transformation qu'il faut mettre en œuvre pour progresser, mais initialement il y a 2 sujets. Il y a un premier sujet qui est un calcul tout simplement de l'impact environnemental des produits. Vous prenez un sac à main ou vous prenez un vêtement et vous dites c'est quoi son impact environnemental? Qu'est-ce que ça m'a coûté en CO2, en eau usée, en impact sur les sols pour en arriver là, en fonction du produit, de sa matière, etc. etc. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est important de faire ça parce que l'intuition, c'est pas toujours intuitif. Et on se dit, ce qui est très important, c'est qu'on va voyager en avion. Alors ça impacte beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est presque rien par rapport à la matière première, par exemple. On s'est rendu compte qu'il y a des matières premières qui sont incroyablement impactantes. C'est-à-dire le choix d'une matière première plutôt qu'une autre faisait la majorité de l'impact écologique. Donc vous pouvez vous battre sur des petites choses, mais l'important c'est de se dire cette matière-là, je ne vais pas les citer, hein, mais cette matière-là, est-ce que c'est bien celle-là qu'il faut prendre? Et puis après, bien sûr, il y a les sujets transport, hein, on sait bien, dans le luxe, il y a ce sujet, est-ce qu'on continue à transporter des produits en avion, voilà. Donc ça, c'est le premier sujet. Et il y a un deuxième sujet qui est en train de s'accélérer avec la loi qui va arriver en France en 2022 sur l'interdiction de la destruction des produits non alimentaires. C'est qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ont quand même pris le taureau par les cornes et qui disent il faut arrêter de détruire les produits. Et donc, arrêter de détruire les produits, c'est pas à vous que je vais le dire, c'est les leviers, c'est de la supply chain, mais là, vraiment que de la supply chain. C'est-à-dire, c'est quelque part avoir une bonne qualité des stocks, faire des bonnes prévisions, ne pas produire trop, etc. Donc, on commence à avoir beaucoup de projets qui sont des projets, certes, supply chain, mais qui sont très, très orientés, je ne veux pas faire de destruction. Et donc, on tire tous les leviers de prévision, de stock, etc. Donc, c'est 2 gros sujets sur lesquels on travaille et on a des projets très significatifs. Et à la fois, c'est passionnant pour nous parce que c'est nos sujets, mais les consultants et moi-même, ça donne quand même un sens. Quand on sait qu'on travaille un peu pour la planète, bon, c'est bien de réduire les stocks, de réduire les coûts, mais quand on fait ça, c'est une dimension quand même supplémentaire. Je reviens sur le Covid. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette période?
Alors, ce qui s'est passé en mars-avril et mai, on s'est retrouvé, enfin les directeurs supply chain se sont retrouvés dans un chaos absolument incroyable où finalement ils n'avaient jamais connu ça. C'était une crise simultanée de la demande et finalement des ressources et de l'offre. Donc à la fois la demande s'effondrait dans certains pays, on ne savait pas quand elle allait s'effondrer dans d'autres, et certains fournisseurs étaient fermés ou des usines étaient fermées et il fallait vivre ça, faire vivre ça pendant quelques mois. Donc nous, humblement, on a essayé d'aider nos clients sur ces sujets-là. Et ces sujets-là, c'était de l'agilité pure. C'était de dire très vite, il faut que je décide ce que je fais, où c'est que je pousse mes produits, où c'est que je déploie mes stocks, ce fournisseur-là, est-ce que je lui fais confiance, j'en prends un autre. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait extraire toutes les données, sortir des KPI extrêmement visuels pour que les gens puissent prendre les bonnes décisions, etc. Faire des SNOP, là où on le faisait péniblement en un mois, toutes les semaines, il fallait refaire un SNOP, ce qui était absolument incroyable, donc il fallait les donner pour, etc. Donc, pendant ces 2-3 mois-là, ce qui est arrivé vraiment, c'est ce besoin d'agilité et du coup qui a tiré le besoin de donner et de faire des outils. Et les gens ont fait des choses incroyables. Et je ne parle pas des consultants, je parle des directions supply chain et des équipes opérationnelles qui ont fait du H24, des task force incroyables et qui ont sorti en très peu de temps des outils dont ils pensaient qu'ils n'allaient pas être capables de les sortir avant. Et grâce à, on sait bien maintenant, on a Power BI, on sort des choses. Et ça, qu'est-ce qui va en rester ? C'est que je pense que les gens, ils vont plus comprendre qu'il faut des mois et des années pour faire des choses comme ça. Donc maintenant, ils veulent l'ancrer dans la vraie vie. Donc ils veulent rester aussi agiles quelque part qu'ils l'ont été pendant 3 mois. Ils veulent que les process suivent, ils veulent que les outils suivent. Et donc il y a un formidable appel d'air pour que cette agilité, elle s'ancre vraiment dans les process. Et ça tire un peu tout. Ça a renforcé en interne la fonction supply chain ? Énormément. Énormément. Quand vous discutez, j'ai eu un échange il y a très peu de temps avec Vincent Barral, que vous connaissez bien, qui est le directeur supply chain de Louis Vuitton. Et Louis Vuitton, comme d'autres, mais particulièrement Louis Vuitton, ils ont quand même fait honnêtement, ils ont fait des exploits pendant cette période. C'était assez incroyable. Bon, alors après, ça fait partie des sociétés qui sont assez à l'état de l'art, mais lui, ce qu'il m'a dit, depuis la crise, on ne me parle que de supply chain. Voilà, les dirigeants ont enfin compris l'importance de cette fonction. Oui, très clairement. Je pense que très clairement, une fonction qui était ô combien importante dans l'entreprise, mais finalement mal connue, du grand public évidemment, même c'est de moins en moins vrai, d'ailleurs on l'a vu avec les vaccins, mais du grand public, mais presque aussi des dirigeants, c'est-à-dire c'est une fonction dont on a vu toute la valeur, donc je pense que ça sera plus jamais comme avant. On a compris que c'était pas uniquement mettre des colis dans un camion, quoi. C'est ça, oui, c'était pas uniquement du pouce-palette, etc. Et donc ça a considérablement valorisé la fonction, et pourtant c'est une fonction qui existe depuis un certain temps, qui a une valeur importante, mais cette crise, elle n'aura pas eu beaucoup d'avantages, mais elle aura eu au moins celui-là. Oui. Quelles sont les perspectives pour Argon & Co ? Vous allez continuer à racheter d'autres cabinets ? Comment vous voyez les 5 années à venir ? Oui, alors effectivement, on s'est toujours mis dans une perspective de croissance. À la fois parce qu'on a des gens chez nous, du plus jeune consultant aux associés, qui sont des gens qui sont très exigeants en termes d'intérêt du travail, etc. Donc, être toujours en croissance et offrir des opportunités, c'est quand même notre devoir. Donc ça, c'est la première raison. Et puis, on se dit aussi que ce qu'on a plutôt pas mal réussi sur la France, on aimerait bien le réussir au moins à l'échelle européenne, parce que ça serait bien d'avoir un cabinet... on va dire d'origine française, qui commence à être un poids lourd, peut-être pas, mais on va dire un poids moyen sur le continent. Donc oui, on a toujours une perspective de croissance. Alors je dirais, elle est un peu à 2 niveaux. Il y a de la croissance externe, effectivement, donc avec une logique comme celle que je vous ai expliquée tout à l'heure, donc une logique à la fois géographique. Par exemple, en Allemagne, on a certes quelques consultants de R&G, mais on voudrait vraiment être présent en Allemagne. Parce qu'en Europe, la supply chain et les opérations sans l'Allemagne, il manque un petit quelque chose quand même. Donc pas facile pour un cabinet d'origine française de faire une acquisition en Allemagne, mais on y travaille et on est très confiant. Donc ça c'est la première, voilà. Et puis on voudrait aussi, par des croissances externes, éventuellement
compléter, par exemple, en Angleterre, au UK, ils sont très focalisés supply chain et logistique. Ils font assez peu d'achats, par exemple, ou des offres qu'on a, nous, par ailleurs, où ils font pas encore trop de digital ou de green, ce qu'on fait, nous, voir s'il y a des opportunités de croissance externe pour compléter localement. Donc là, la croissance externe, oui, c'est vraiment une stratégie. Et puis en interne, on veut continuer à se développer sur nos offres. On va annoncer dans quelques semaines, en avant-première, la création d'une marque sur le digital. L'équipe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est maintenant une vingtaine de personnes qui sont des gens à la fois data scientists, mais aussi qui ont un peu les deux cerveaux, qui sont flux physiques, métier supply chain et data scientist. Et ça a vraiment de la valeur. Et on veut vraiment, on veut créer un nom et pour avoir un accès au marché un peu différent, orienté data, parce qu'on croit beaucoup, énormément à la révolution des données dans les opérations. Et la crise du Covid l'a particulièrement accéléré. Donc ça, on attend beaucoup du digital et de cette croissance interne sur le digital, ça c'est certain. Oui. Merci beaucoup Fabrice Bonneau d'être venu sur le plateau de Supply Chain Village pour nous parler de votre actualité, mais aussi de nous faire partager votre vision de la supply chain. Merci Jean-Philippe, c'était un plaisir. Au revoir.